Donc la première étape, bien sûr, c'est dans les champs. C'est toujours récolté à la main, à la favorite. Ouais, ça fait partie des dernières exploitations où on récolte encore à la main. Donc chaque année, on a une équipe de 15-20 personnes qui vient pour la saison, entre 4 et 8 mois. La récolte et puis un petit groupe qui va rester plus longtemps pour les plantations. C'est sûr que c'est beaucoup plus coûteux en masse salariale, etc. et en temps. Par contre, la coupe à la main se fait en toute longueur de tige. Donc c'est une canne qui va moins vite s'oxyder par les deux boucles, la récolteuse qui fait des petits tronçons. 60 hectares, c'est une petite exploitation. Donc on a 45 hectares côté nord, derrière la distillerie et le château, par ici. Et 15 hectares le long de la D13. On a un tiers qui est ici, qui jouxte d'ailleurs un planteur avec qui on travaille. Donc ça se poursuit d'une parcelle à l'autre. Hop, on est chez un planteur avec qui on bosse. Donc là, nous sommes sur l'exploitation agricole de la distillerie favorite. On a une mise en sélection de la canne à sucre qui va rentrer dans la distillerie. Et vous pouvez voir que le coupeur, il va couper la canne. Et les bonnes cannes, il va les mettre au centre. Les cannes pourries ou sèches, il va les... Et les feuilles, etc. Donc on a vraiment que de la canne qui va rentrer dans la distillerie. Et donc après, on a une qualité de rhum à la sortie qui est incomparable. Et donc sur cette exploitation, on fait à peu près 4000 tonnes par hectare. Ça vaut à peu près les 2/3 de nos besoins de canne dans la distillerie. Donc on achète aussi un petit peu de canne à sucre dans les mains de petits planteurs. Sur des petits planteurs qui coupent à la main aussi, un peu comme nous. Et qui nous vendent à peu près 2000 tonnes sur les 6000 qu'on passe dans la distillerie. Deuxième avantage de la coupe à la main, le poids de l'homme va moins tasser les sols que la grosse récolteuse qui fait plusieurs tonnes. Donc ça va favoriser la nouvelle pousse de la canne derrière. Et puis aussi, il y a quand même une dimension humaine qui n'est pas seule à compter, mais qui est importante pour les propriétaires, c'est de conserver plus d'emplois, forcément qu'on n'aurait pas en récoltant la machine. Donc ça va se faire quotidiennement pour alimenter en permanence la distillerie et éviter d'avoir des trous où on doit s'arrêter. À peu près 8 heures, en gros 8 heures par jour, 5 jours sur 7. Quelquefois bien sûr le week-end si c'est nécessaire, s'il y a de la canne à passer, s'il y a des cuves à distiller, on va faire organiser des demi-journées complémentaires. En pleine saison, donc 4 à 6 mois de l'année, on va être 45. Et en permanent, on n'est plus qu'un tiers, 13, 15. Mais réellement, on n'est qu'un tiers 3-4 mois de l'année, puisque comme je vous disais tout à l'heure, il y a une partie des équipes qui va rester pour le démontage, le premier entretien. Une première partie qui va arriver au mois de janvier, un mois avant, pour commencer à repréparer, à remettre en route tout ça. Et côté champ, après la récolte, on enchaîne tout de suite sur les plantations. Saison des pluies, juillet, août, septembre, octobre. Et puis un petit peu d'entretien, on va essayer de désherber à la main au maximum. Donc une fois que tout est stocké ici, c'est le cane loader, l'engin à 3 roues avec son grappin à l'entrée, qui va alimenter en permanence la distillerie sur ce petit chemin ici, là sous le palan, par botte, pour les déposer sur le tapis automatisé. On dépose sur le tapis et le tapis va diriger les cannes à l'intérieur de l'usine. Et au fur et à mesure du passage dans les broyeurs, le jus il est récolté dans le canal en inox que vous voyez en dessous. Donc ça le dirige vers la gauche, par ici, vers le 3e moulin. À la sortie du canal, on a un passage, comme une bonde. Et ça circule là-bas, ça passe sous la passerelle et après, par ouverture de vanne, ça va remplir la cuve de fermentation choisie. Ça, c'est le circuit du jus filtré. Une fois qu'on a bien filtré dans le tamis, il reste encore plein de fibres de bagasse qui sont gorgées de jus. Donc elles vont retourner par un tuyau qui descend sur une vis sans fin, tomber à la sortie du premier moulin pour repartir en presse, pour vraiment ne rien perdre. Et la bagasse, elle, une fois qu'on a fait la meilleure extraction possible, donc sortie du 3e moulin, elle tombe. Le monte bagasse, tout simplement, va la diriger à l'étage. Et sur ce convoyant-là, il y a 2 trappes qu'on va ouvrir ou fermer en fonction de la quantité de bagasse qu'on veut qui tombe dans les fours qui sont en dessous de ces trappes. Dans ces fours-là, la bagasse va brûler. La chaleur qui sort des fours va passer dans les chaudières. Donc les chaudières, c'est une espèce de gros ballon cylindrique que vous voyez couché là. D'accord. Alors le système des chaudières, il y a des tubes qui traversent de part en part. Okay. Et puis on va remplir la chaudière d'eau jusqu'à recouvrir les tubes. La chaleur qui sort des fours, on va passer dans les tubes. Elle va faire bouillir l'eau qui entoure les tubes. D'accord. De cette ébullition, on a un gaz qui va se former. Et là, ça va aller diriger la vapeur vers les 2 usages principaux, donc historiques de chez nous. Le premier pour alimenter la machine à vapeur, qui a été installée en 1906 par le grand-père des actuels propriétaires, Henri Dormois. Donc à l'époque pour moderniser le système, on sortait de la révolution industrielle, où on était encore jusqu'en 2018 à 100% alimenté. Ouais. C'est beau à voir, il y a une dimension familiale et patrimoniale qui est très forte avec cette machine pour les propriétaires et pour tout le monde qui est ici. En pleine saison, quand ça tourne, on se met comme vous ici, on regarde,
on peut rester 2 heures, quoi. Et puis bien sûr, la vapeur à gauche va circuler pour l'acheminer vers les colonnes à distiller. Donc là, elle est sur 48 heures de fermentation et elle sera bonne à distiller demain. À peu près. Au tout départ de la campagne, au mois de février, on va ensemencer dans la première cuve des levures qui ont été adaptées pour le vin de canne. Et quand on va les mettre dans une cuve de jus sucré, eh bien, elles vont se développer. En quelques heures, on a des millions de levures dans une cuve. Cette cuve-là, en fait, on va s'en servir comme cuve mère pour après ensemencer toutes les autres cuves. Ça reste 3 jours en fermentation et donc au bout de 3 jours, on voit que ça devient vraiment le calme plat sur le... Donc là, la cuve est prête à être distillée. Et on a des degrés d'alcool qui tournent entre 5 et 6 degrés à peu près. Plus ou moins, évidemment, ce sont des moyennes. Et ensuite, la distillation, elle s'opère dans les 2 belles colonnes créoles qui sont ici. Donc, colonne créole à plateau. On a la colonne numéro 1, celle de droite, qui est plus ancienne, entièrement en cuivre. Elle date des années 60. Et la deuxième, à gauche, qui a remplacé l'ancienne, elle est un petit peu plus récente. Elle a une 30aine d'années quand même. Donc ça, c'est le genre d'appareil qui fait aussi partie d'une partie de l'histoire de la maison, qui va signer le rhum et qui traverse les décennies. La vapeur, elle arrive par la base de la colonne, le chaudron. Elle va monter comme une casserole qui bout. Ça va traverser chaque plateau. La vapeur va circuler de bas en haut. On va mettre le vin par le haut. Donc il va d'abord passer par un chauffe-vin, tomber ensuite en haut de la colonne par gravité jusqu'en bas. Et au fur et à mesure où la vapeur va monter, elle va rencontrer le vin, le faire bouillir et donc se charger de l'alcool qu'il contient. Et ressortir en tête de colonne pour passer de l'état gazeux à l'état liquide et le rhum est né. Et on va stocker au fur et à mesure de la distillation pendant toute la récolte les blancs de l'année. En gros, 70% sera valorisé en rhum blanc et puis un tiers à peu près sera mis en vieillissement. Alors les foudres, ils vont avoir 2 usages principaux pour la fabrication de ce qu'on appelle l'élevé sous bois, le rhum ambré. Donc c'est du blanc qui va séjourner 12 à 18 mois. Ce sont des foudres en chêne deuxième main de cognac, chêne français. Il y en a 6, 2 pour l'ambré et 4 pour les assemblages. Donc celui qui est devant nous par exemple ici, c'est le dernier assemblage de notre cœur de rhum. 4 ans de vieillissement dans les petits fûts, les barriques classiques qui font entre 180 et 350 litres. Et puis après la sélection des fûts, on les met tous ensemble et on va réduire si nécessaire par adjonction d'eau tout doucement, jour après jour ou semaine après semaine, le rhum pour atteindre le degré souhaité d'équilibre et de mise en bouteille voulu. En l'occurrence, notre cœur de rhum, c'est un 40 degrés. Pour l'appellation d'origine contrôlée, ça va passer en commission de dégustation à l'aveugle, comme pour toutes les AOC, et ça certifie que au niveau visuel, olfactif et gustatif, correspond au cahier des charges, à ce qu'on attend d'un 4 ans. C'est validé, on peut démarrer ensuite la mise en bouteille. Par exemple, dans le deuxième foudre qui est juste derrière ici, on a notre dernier 8 ans brut de fût dont on va commencer la mise en bouteille en février, très bientôt. Donc c'est une sélection de 28-30 fûts de 2011, 11 ans dans les petites barriques, deuxième main de cognac et de bourbon, ce sera un assemblage des 2 cette année. Et là, on n'a pas du tout de réduction. On a commencé le premier il y a 3 ans et demi avec le millésime 2008, 8 ans d'âge, brut de fût à chaque fois. On va moins avoir cette finesse et cette rondeur alcool, mais on va avoir l'intensité, la puissance, la longueur en bouche aussi. En fonction de là où il est placé, plus sous la tôle à la chaleur ou plus près du sol à la fraîcheur, on aura plus ou moins d'échanges entre le bois et l'alcool. Donc le comportement du rhum ne sera pas le même. On n'aura pas la même évaporation, ce qu'on appelle la part des anges, qui est de 8% de perte volumique par an, et pas la même perte au niveau du degré aussi. Ici, sur cette façade que vous voyez là, on a 80% de la mise en vieillissement de cette année, donc juillet 2019.
Derrière nous, on a une petite moitié encore de la mise en vieillissement de 2013. Il nous reste une petite façade de 2002 qui est derrière vous ici. Il y en a une autre qui doit s'arrêter.